Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Russie, Chine, États-Unis, Égypte, etc. Ils sont nombreux, les États forts, à s'être retrouvés ce 19 janvier en Allemagne, à l'occasion d'une conférence internationale. Une conférence internationale pour sauver la Libye, du moins ce qui en reste. Les deux protagonistes directs y étaient aussi. Le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, et Fayez El-Serraj, le chef du gouvernement dit d'Union nationale. Ils y étaient, mais n'ont pas souhaité se parler, pas même se voir. Mais comment ? Comment faire la paix sans se parler? À quoi sert une conférence internationale quand les protagonistes directs ne se parlent pas? Qu'est-ce qui se passe véritablement en Libye? Qui sont derrière chaque parti? Quels sont leurs intérêts? Leurs intérêts sont-ils conciliables? Quelles conséquences peut avoir l'entrée en jeu de la Turquie avec des combattants syriens? Une solution locale est-elle encore possible? L'Afrique, l'Union africaine peut-elle encore jouer un rôle en Libye? Trois invités avec moi pour en parler. Maître Issaka Zampaligré, vous êtes avocat au barreau de Paris, mais vous venez d'un pays qui est aujourd'hui l'une des victimes collatérales du démantèlement de la Libye, le Burkina Faso. Je veux nommer, merci à vous, maître, d'avoir accepté notre invitation pour jeter un regard, mais aussi pour décrypter les résolutions qui ont été prises à Berlin ce 19 janvier 2019. Merci, maître. Merci. Merci. Maître Jean-Bernard Bikim, vous êtes un géostratégiste, analyste politique. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. J'ai également avec moi ma consoeur Sadio Morel Kanté, journaliste, analyste politique. Merci. Merci Sadio Morel Kanté d'avoir accepté notre invitation. Ils voulaient, disait-il, éviter un bain de sang à Benghazi. Et ils ont transformé la Libye en Bourbier en une véritable poudrière. La énième conférence, plusieurs fois avortée, qui vient de se tenir à Berlin, en Allemagne, ce 19 janvier, se voulait prometteuse et décisive. Seulement, voilà, d'aucuns disent déjà que la montagne a tout simplement accouché d'une souris. C'est un sujet de notre rédaction de Paris, signé Corinne Camden. La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré dimanche 19 janvier que tous les participants à la conférence sur la Libye qui s'est tenue à Berlin avaient accepté de respecter l'embargo sur les armes dans le pays d'Afrique du Nord, déchiré par les combats entre factions armées rivales depuis 2011. Selon Kemal Ozaifa, ancien responsable du gouvernement de transition libyen, l'intervention internationale est plus que jamais vitale pour mettre un terme à cette situation. Une solution politique doit être soutenue pour maintenir la paix dans le cadre des travaux suivants et un embargo sur les armes devrait être imposé à la Libye. La guerre en Libye est désormais une guerre par procuration. Nous espérons changer la situation actuelle et donner au peuple libyen le droit à l'autodétermination de retour à la liberté et à la paix. Le problème en Libye est qu'il n'y a pas de confiance mutuelle entre les deux parties en conflit. Par conséquent, les forces internationales ont besoin de maintenir la paix, de désarmer ou de mettre fin aux milices et d'éviter l'ingérence d'autres pays. Les troupes du gouvernement libyen d'accord national reconnu par l'ONU, dirigées par Fayez El-Serraj, sont attaquées depuis avril 2019 par les troupes de Khalifa Haftar, commandant de l'armée nationale libyenne, qui tente de conquérir la capitale Tripoli. Les affrontements ont déjà fait plusieurs milliers de morts et déplacé plus de 170 000 Libyens. Plus de 220 écoles ont également été contraintes de fermer. Les deux parties n'ont pas convenu d'un cessez-le-feu permanent et le cessez-le-feu est maintenant temporaire. La situation pourrait s'aggraver à tout moment. Nous sommes désormais confrontés au risque d'une véritable escalade régionale et ce risque a été évité à Berlin, à condition bien sûr qu'il soit possible de maintenir la trêve, puis de passer à un cessez-le-feu. En effet, la conférence de Berlin s'est tenue sous tension après l'échec des pourparlers interlibyens tenus à Moscou le 13 janvier sous la médiation de la Russie et de la Turquie. Fayez El-Serraj et Khalifa Haftar étaient tous deux à Berlin, mais ont refusé de s'asseoir à la même table ou de se rencontrer. Maître Zampaligré, très rapidement, que pouvait-on attendre de cette conférence dite de Berlin sur la crise libyenne? Ce qu'on a dit tout de suite dans l'élément qui vient de paraître, c'est consolider cette trêve, au moins. Et c'était la seule attente parce que, figurez-vous que 2 ans après sa nomination par l'ONU, les Nations Unies, M. Ghassan Salamé
a lui-même reconnu en décembre à Rome l'échec de sa mission parce que les difficultés qui jalonnaient sa mission étaient insurmontables. Il l'a dit à peu près dans des termes assez sérieux. Il a dit qu'après l'échec d'un dialogue qui vient s'ajouter à l'échec d'un accord, on ne peut que penser maintenant qu'il y a des gens qui travaillent contre vous. Et il le sait. C'est la raison pour laquelle il a voulu changer de stratégie et d'optique en énonçant à peu près ce qu'il a dit. Je cherche maintenant un consensus minimum entre ceux qui se sont ingérés dans le conflit libyen. Vous faites bien d'évoquer effectivement cet élément et ça nous permettra de faire le décryptage, maître, du document sorti de cette conférence, un document de 55 points. Il y a des éléments importants dedans, parfois mais contradictoires, mais on en fera le décryptage tout à l'heure. Restons sur la forme très rapidement. Sadio Morel Kanté, le maréchal Khalifa Haftar était à Berlin ce 19 janvier et Fayez al-Sarraj y était aussi. Ils n'ont pas voulu se voir, ils n'ont pas voulu se parler, mais pourquoi ils s'y sont rendus? Oui, mais nous on aurait voulu les voir sur une même photo au moins pour dire que même s'il y a eu une distance géographique et idéologique et peut-être militaire qui les sépare, qu'on puisse savoir qu'ils se sont déplacés une fois en Russie sans signer les accords et se retrouver encore à Berlin dans la quasi même semaine sans pouvoir se voir. Ça augure peut-être de la difficulté de leur racinement du conflit de la crise libyenne. Vous avez d'un côté, il y a Haftar qui a 85% du territoire, de l'autre, Sarraj qui a 45% des populations dans sa seule zone de contrôle. Donc, ça fait que chacun compte sur quelque chose pour pouvoir exister sur l'espace qu'il occupe. Pour l'instant, leurs positions sont inconciliables. Il y a un témoin qui était à la conférence de Berlin qui dit le maréchal Khalifa Haftar est arrivé, il y est resté quelques instants seulement, il a éteint son téléphone, puis il n'a averti personne et il est parti. Il est parti, on a bien compris que chacun reste campé sur sa position. Mais ça dit tout, Jean-Bernard Bikim, sur le contenu, la portée que peut avoir la conférence de Berlin qui vient de finir. Le point 6 du rapport dit ceci, Jean-Bernard Bikim, le point 6 du rapport que j'ai ici entre les mains. Nous nous engageons à nous abstenir de toute ingérence dans le conflit armé ou les affaires intérieures de la Libye et nous demandons instamment à tous les acteurs internationaux d'en faire autant. Mais attends, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Ils s'engagent à s'abstenir de toute ingérence. Mais ils sont déjà en Libye depuis longtemps. Quel peut être le sens et la portée d'une telle déclaration? Je parle du point 6 de la déclaration contenant 55 points. Nous sommes là purement dans le verbatim des rondes de négociation. Nous avons assisté à Berlin à une seconde approche afin que les grands acteurs internes et externes justement clarifient leur posture idéologique, leur position et leurs alignements stratégiques. Je m'explique. Nous assistons à un événement clé. Quand on regarde les positions de Haftar, elles correspondent exactement à la Cyrénaïque historique en Libye. Quand on regarde les positions tenues par Sarraj, c'est la tripolitaine. Or, la jonction des deux s'est faite par des alliances tribales. Or, la guerre que la France a menée, parce que la France devrait quand même porter la croix jusqu'au bout dans cette affaire. Pas la France seule, c'était sous le chapeau de l'OTAN. Dans cette affaire. Il y avait Tony Blair aussi, qui a soutenu l'intervention militaire. Dans cette affaire. Oui. Donc aujourd'hui, la question n'est pas de savoir qui va gagner, qui veut quoi. La question est de savoir est-ce qu'aujourd'hui, un pays qui s'est réunifié autour des alliances tribales peut se réapproprier son modèle. Ça, c'est très important, cette question. Peut se réapproprier son modèle, peut se réapproprier son destin. Maître Issa Kazampali, disons les choses clairement. Et beaucoup disent déjà qu'à Berlin, il fut agi d'une hypocrisie diplomatique. Est-ce qu'on peut considérer que le comportement, aussi bien de Haftar que de Sarraj,
illustre les positionnements des uns des autres. Autrement dit, est-ce que le maréchal Khalifa Haftar pouvait se comporter comme ça s'il n'avait pas l'appui de ces puissances qui, à l'ONU, ont reconnu la légitimité du Premier ministre Al-Sarraj, mais qui, dans les faits, le soutiennent véritablement. On verra dans la deuxième partie qui se cache derrière qui. Mais comment comprendre effectivement cette attitude des deux protagonistes directs? Revenons dans la genèse de ce qui a prévalu à la création de l'OTAN. Qu'est-ce que c'est que l'OTAN? L'OTAN a un ennemi, c'est pour ça qu'on a créé l'OTAN. L'ennemi de l'OTAN, c'était l'URSS. Et vous le savez bien. Même si aujourd'hui, il y a une dislocation qui permet à la Russie de demeurer sur la sellette, on sait que l'OTAN a été créée parce qu'il y avait un ennemi, c'était l'URSS. Oui. Aujourd'hui, que voit-on? On voit que la partie de l'OTAN tente de se réapproprier un rôle dans le bourbier libyen parce que, de part et d'autre, nous avons la Turquie et la Russie qui sont en train de se rendre maîtres du jeu du bourbier libyen. Nous avons la société militaire privée Wagner russe qui soutient derrière Haftar, le maréchal, oui. Et nous avons de l'autre côté la Turquie qui nous renvoie des combattants syriens parce qu'on sait qu'ils ont un intérêt commun. On verra tout à l'heure, on reviendra tout à l'heure sur la question spécifique des intérêts des uns et des autres. Puisque vous évoquez la genèse de la crise libyenne, la question aujourd'hui c'est comment comprendre qu'à l'ONU, tout le monde, mais je dis tout le monde, mais tout le monde l'a vraiment fait, soutienne le chef du gouvernement d'union nationale. C'est lui qui a l'onction de ce qu'on appelle la communauté internationale. Comment se fait-il que tout le monde le soutient officiellement et que derrière, ceux-là même qui l'ont soutenu ou qui le soutiennent sur les tribunes des Nations Unies vont armer le maréchal Haftar pour le descendre? C'est un droit international onusien particulier que le monde finalement va découvrir dans sa laideur. Oui. Comme nous l'avons vu, l'absence tragique de l'Union africaine au moment même où Kadhafi était en but à sa population, n'a pas pu mobiliser des troupes pour s'interposer et laisser l'OTAN le premier rôle. Oui. L'Afrique aurait pu le faire. Mais comment comprendre que ce soit des organisations nourries à la mamelle des puissances riches du Nord et qui veulent se présenter comme des entités autonomes africaines? Elles ne sont pas autonomes. Et c'est d'où la grave accusation aujourd'hui que Faki Moussa énonce régulièrement, oui. À savoir qu'on marginalise son institution. Mais on ne dit pas suffisamment ce qu'ils ont fait. Alors, je rappelle quand même que le président congolais, Denis Sassou Nguesso, qui est le président du comité de haut niveau sur la crise libyenne, était également à la conférence de Berlin sur la Libye. Mais il y était parce qu'effectivement, il a déjà joué de par le passé un certain nombre de rôles au nom de l'institution continentale. Mais on reviendra là-dessus, puisqu'on se souvient, en 2017, il avait quand même réussi à réunir à Brazzaville des représentants des chefs tribaux. Mais on reviendra sur cette question-là. L'un des points, Sadio Morel Kanté, l'un des points essentiels, on va dire, sur lesquels a pris fin cette conférence, c'est le contrôle de l'embargo. Le contrôle de l'embargo. Encore une fois, et la question est similaire à ce que je viens de poser à Maître Zampaligré, comment se fait-il qu'on vote un embargo à l'ONU et derrière, ceux-là même qui ont voté l'embargo sont ceux qui arment derrière le maréchal Khalifa Haftar? C'est une habitude africaine. C'est une habitude du monde entier. Je ne parle pas de l'Afrique. Oui, je parle, c'est-à-dire on a déjà vécu cas similaire avec l'Afrique du Sud qui était sous embargo. Oui, mais vous voulez dire, ok. Oui, c'est ce que je veux dire. Et qui a été alimenté par les mêmes puissances qui avaient décrété ou étaient partie prenante de l'embargo. Et si on voit la même chose, n'oubliez pas, la position géographique et ce que détient en matière de ressources pétrolières et gazières la Libye, mais attise des convoitises. Si nous prenons par exemple la Turquie est une commande naturelle de gaz. L'Égypte, qui derrière est un président qui est le président de l'Union africaine. Bon, la Turquie est le dernier venu. La Turquie est le dernier, mais avec puissance. On est d'accord, on reviendra aujourd'hui, tout à l'heure, effectivement. Voilà. Si je vois un acteur comme l'Égypte
qui est partie prenante de la guerre et qui est à la tête de l'Union africaine. Malgré elle, parce qu'elle a de milliers de kilomètres de frontières avec la Libye. Oui, mais on ne prend pas parti pour un, pas pour l'autre dans un conflit comme ça, s'il n'y a pas d'intérêt économique. L'intérêt géostratégique pour l'Égypte devrait de faire que les protagonistes se réconcilient le plus rapidement possible pour que la paix règne. Est-ce que quelqu'un a travaillé pour la paix en Libye? C'est une très bonne question. Est-ce que quelqu'un a travaillé pour la paix en Libye depuis 2011? Je rappelle Jean-Bernard Bikim que depuis des mois, la fameuse opération Sophia, qui avait pour but de veiller, de se contrôler, qui approvisionne la Libye en armes, a disparu, faute de moyens. Mais il y a une raison, c'est parce que, effectivement, les bateaux affectés à cette opération, sauvaient les migrants qui se noyaient en mer au nom du droit international. Et comme ils n'arrivaient pas à s'entendre sur où amener les migrants sauvés, eh bien, ils ont laissé tomber cette opération-là. Encore une fois, jusqu'à la conférence de Berlin, jusqu'à ce moment où nous faisons cette émission, personne ne contrôle l'embargo sur la Libye, sur les armes en Libye. C'est normal, il faudrait rappeler aux téléspectateurs une chose, tous les États mènent des actions officielles et des actions officieuses. Ça, il ne faudrait pas que nous soyons naïfs là-dessus. Nous assistons à un fait majeur qui est le suivant. Les différentes coalitions diplomatiques, géostratégiques, géopolitiques et géoéconomiques qui sont formées autour de Haftar et Sarraj s'affrontent par des acteurs interposés pour deux raisons. La première, c'est maintenir ses positions en termes d'influence, en termes d'expansion économique et surtout être celui qui pourrait le moment T, donc le moment T, c'est rafler la mise. Et quand je parle de la mise, je vais rebondir sur ce que Sadiou a bien dit, c'est mettre la main sur le magot du pétrole et du gaz. Ça nous amène à aborder précisément la question qui, ou du moins, quels sont les acteurs derrière chaque parti en Libye. Mais ça, on en parle après une courte pause, à tout de suite.